Olivier Garcin est pédicure-podologue spécialisé en analyse posturale et podologie du sport. Il s'occupe majoritairement de spécialistes d'ultra-endurance. Il est responsable du staff podologique sur le mythique UTMB et membre de sa commission médicale. Il est aussi référent podologie pour Ultra Sport Science. Olivier Garcin maîtrise aussi très bien la podologie du skieur. Il dispense également des formations sur la prise en charge du coureur pour la société de formation Forefoot Solutions. Olivier nous parle de tous les sujets qui concernent le pied pour le coureur et pour tous les sportifs d'endurance dans l'instant outdoor. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie d'Olivier et avec Olivier, on va parler d'un sujet qui concerne absolument tous les trailers, tous les coureurs, tous les sportifs, je dirais même. Et c'est les conséquences d'un mauvais choix de chaussures. Qu'est-ce que ça va impacter sur l'être humain, sur son corps, sur sa foulée, Bref, on va parler de tout un tas de sujets avec Olivier. Comment vas-tu, Olivier ? Écoute, ça va très bien. Très très bien. Et toi ? Écoute, ça va, même si on est rentré dans presque l'hiver. Là. Moi, je trouve qu'il fait très froid, surtout que je me suis mis au vélo et je découvre les joies du vélo l'hiver. C'est vraiment... je crois que je vais investir dans un home trainer. Ou dans une bonne doudoune. C'est ça. Olivier, je sais pas trop par où commencer parce que les conséquences d'un mauvais choix de chaussures, je pense qu'elles sont vraiment importantes. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire que chacun a une bonne chaussure pour soi ? Alors, oui et non. Qu'est-ce qu'une bonne chaussure ? C'est une chaussure confortable, déjà pour commencer. La bonne chaussure de Monsieur X n'est pas la bonne chaussure de Monsieur Y. Ça, faut déjà aussi être conscient de ce phénomène-là. Et on va dire que la bonne chaussure est plutôt en adéquation avec aussi sa pratique. C'est-à-dire que quand on fait un sport type, parce que tu parlais de tous les sports, quand on fait un sport type, on va dire, tennis, avec des appuis latéraux forts, il faut des chaussures qui soient renforcées pour éviter que le pied sorte de la chaussure. Et quand on fait du trail, c'est pareil, c'est pas la même chaussure qu'une chaussure de running. Donc déjà, on va dire, on peut partir déjà sur ce constat-là. On est dans du trail, il me semble. Ton podcast comporte une forte notion de trail, il me semble, non ? Oui, c'est un peu un biais parce que moi j'aimerais l'ouvrir, mais comme c'est ma pratique le trail, on y revient tout le temps en fait. Ça, Mais c'est puis normal. ceux qui écoutent sont d'origine effectivement majorité trailer. Voilà. Donc bon, du coup, dans le monde du trail, ce qui va influencer fortement le choix d'une bonne paire de chaussures, ça sera la notion d'accroche ou la notion d'adhérence. C'est deux notions extrêmement importantes qu'il faut dissocier. Des chaussons d'escalade ont une très bonne adhérence à la paroi, mais n'ont pas d'accroche. À l'inverse, des crampons d'alpinisme ont une très bonne accroche, mais n'ont pas d'adhérence. Donc, ce qui veut dire que, en fonction du terrain où on va évoluer, que ce soit un peu plus montagnard, rocailleux, ou que ce soit plus boueux ou neige, il faudra soit pour la montagne, la pierre, avoir de l'adhérence, soit pour la boue, la neige, avoir plus d'accroche. Donc des crampons et un type de chaussure bien spécifique. Et c'est vraiment l'un des éléments les plus importants, tu dirais, dans le choix de la chaussure qu'on va faire, c'est peut-être l'élément qu'on doit regarder en premier. Exactement, hein, c'est ce qui va conditionner en fait le choix. C'est-à-dire que souvent je conseille à mes patients d'avoir plusieurs types de chaussures, de ne pas rester sur un seul type de chaussure. Il y a la chaussure qui fait tout, ça n'existe pas. Donc d'avoir plusieurs types de chaussures et du coup, en fonction du terrain, de la météo et des conditions climatiques, adapter sa chaussure. C'est, on va dire, le premier choix. Après, il y aura d'autres critères, on va venir dessus, qui seront maintien, stabilité. L'amorti, et je mets des guillemets à amorti parce qu'une chaussure n'amortit pas, une chaussure ça filtre des vibrations, mais je vais quand même parler d'amorti. L'amorti est un critère qui, pour moi, est plus que secondaire, même tertiaire, voire quaternaire, à la problématique du choix de chaussures, notamment en trail. Le corps humain est bien plus fort qu'une chaussure en termes d'absorption d'impact. Et d'ailleurs, souvent, quand on fait des études, une chaussure n'amortit pas, puis une chaussure, surtout, elle vieillit dans le temps, et ça se dégrade. Au bout de 300-400 km, la structure absorbante de la chaussure diminue, se dégrade fortement, sans que le coureur lui-même ne s'en aperçoive. Donc, acheter une chaussure sur le critère pur absorption d'impact n'est pas un bon choix. Et j'avais lu que même sans l'utiliser, la chaussure se dégrade. Les matériaux vont se dégrader aussi dans le temps.
Complètement. Hein. Une chaussure, c'est majoritairement fait d'EVA, enfin les structures classiques. Après, il y a les nouvelles structures carbone, de carbone avec des bouts en PEBA et tout. On n'y est pas là-dessus. Les structures classiques, c'est fait en EVA, éthylvinyle acétate. C'est une structure extraordinairement non écologique qui évolue dans le temps de manière, on va dire, pas bénéfique, néfaste, dans le sens où ça va transpirer. En transpirant, cette mousse va durcir, et plus elle durcit, plus elle perd ses qualités absorbantes. Moralité, si votre chaussure, on estime que la durée de vie d'une chaussure, c'est 3 ans à peu près. Et donc du coup, fabrication de la chaussure dans un pays oriental, Vietnam, Taïwan, etc., Chine, le temps de l'amener après, on va dire, sur les étagères des magasins, on est plus sur, on va dire, entre 10 mois, 1 an. Donc la chaussure, il lui reste plus de 2 ans de vie. Si vous l'achetez en solde, il lui reste plus qu'une année de vie. Si vous l'achetez en déstockage, elle est déjà cuite votre chaussure. Donc, si on utilise la structure absorbante propre de la chaussure. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une notion qui n'est pas forcément principale dans le monde du trail. Ah oui, donc une chaussure, acheter une chaussure de l'année d'avant. Enfin, parce que par exemple, si on prend, je sais pas, j'ai pas une marque là qui me vient en tête tout de suite, mais je sais pas, par exemple, les Cascadia, Brooks Mhm. Cascadia 14, sachant que la 15 est déjà sortie. On n'est pas sur la 16 même. Euh, Si, on est même rendu sur la 16, effectivement. Ouais, Voilà. le temps passe. Eh Oula. bien, on va avoir une chaussure qui sera déjà finalement en début de fin de vie, bien avant de l'avoir utilisée. Exactement. Exactement. En fait, une chaussure, quand elle a 2 ans, quand elle passe 2 ans sur les étagères, en fait, la mousse durcit et c'est fini. Euh, Nous, on voit en cabinet, on voit souvent des patients qui viennent avec des vieilles chaussures qui ont 10 ans. Ah ben non, je l'ai pas beaucoup portée, vous savez, monsieur, elle est encore très propre, j'ai très peu couru avec, donc je peux la remettre pour courir. Et en fait, non, la mousse est dure, la mousse est vraiment dure, et c'est un problème parce que les gens, en fait, pensent que la chaussure est encore valable, donc du coup, ils vont, entre guillemets, utiliser cette absorption, euh, et du coup, ils vont vraiment se faire mal. Hmm. Et pourtant, dans les discours marketing, c'est l'un des premiers éléments sur lesquels les fabricants vont communiquer. Et s'ils communiquent là-dessus, ça veut dire que l'intérêt des sportifs et des acheteurs, du coup, est aussi porté sur ce sujet-là. Est-ce que tu as une explication à ça? Parce que, bon, Alors, je pense qu'il faut revenir un peu aux origines de la course à pied. Euh, Au début, la course à pied était un sport de personnes qui couraient, mais qui couraient athlétiquement, qui faisaient du stade, et c'était des vrais coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans les années 60, on a commencé à travailler de plus en plus, on va dire, dans un bureau. Qui dit qu'on travaillait dans un bureau, on avait de plus en plus d'énergie. Et il fallait quand même dépenser cette énergie. Donc du coup, on s'est mis à courir, parce que c'est un sport qui était simple, pas cher, et, excusez-moi pour le petit message, et accessible à tous. hmm. Donc c'est pas compliqué. Et, tout le monde s'est mis à courir, mais ça a été vu qu'au début, les chronos sur un marathon, je crois que c'était une moyenne de 3,30 au marathon, et plus en fait la masse s'est mise à courir, plus le chrono médian s'est rallongé. Maintenant, on est à peu près à 4,10 du marathon, je pense, le chrono médian. Sur Strava, D'accord. on est à 3,58. On va différencier Strava du reste du monde, parce que Strava, généralement, il y a une petite âme de compétiteur. Et donc, du coup, c'est des personnes qui vont plus se tirer dessus. Mais on va dire, on prend un marathon de Paris, le chrono médian, c'est 4h10, je crois. Alors qu'avant, on était à 3h30, au début des années 60. Tout ce qui veut dire que, en fait, la course à pied s'est popularisée, a amené des personnes qui étaient moins athlétiques, des personnes qui étaient moins toniques, et du coup, qui subissaient plus, on va dire, les impacts de la course. Et c'est comme ça que les marques sont arrivées à dire que courir était en fait traumatisé et qu'il fallait absolument de l'amorti. Hmm. Pourquoi? Parce que plus on court et plus on est fatigué, plus le système va rigidifier. Moins on sera capable de lutter contre l'impact. Quand on est fatigué, quand on n'a plus d'énergie, en fait, on n'a plus d'énergie on sera moins souple. L'ATP sert pas à contracter un muscle, mais à détendre un muscle. Donc, moins on a d'énergie, moins on sera souple. Donc, du coup, plus on sera rigide, plus on va impacter. Et c'est comme ça qu'ils ont créé des chaussures de plus en plus amortissantes.
Après, du coup, avec de plus en plus de contrôle, de renfort de pronation, on s'est retrouvé avec des chaussures complètement folles, avec des stacks. Stack, c'est une épaisseur au talon de 15 mm. On détend, avec une chaussure assez épaisse au talon, en étant trop haut au niveau du talon, on va détendre le tendon d'Achille, le système, donc tendon d'Achille, mais surtout le système du mollet, du triceps sural. Et le rôle principal, et ça, il y a beaucoup de personnes qui l'oublient, du triceps sural, c'est de stabiliser un genou en position unipodale, donc sur un pied, le genou légèrement fléchi. En fait, les deux jumeaux vont venir stabiliser, qui s'insèrent au-dessus du genou, vont venir stabiliser un genou, éviter la rotation interne du genou. Plus on met de drop, plus on détend ce groupe musculaire, plus le genou va partir en pronation. Et ils ont ainsi créé les renforts de pronation, etc., 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 etc. C'était une course à l'armement. Donc, en fait, c'est une technologie en entraîne une autre. Exactement. Donc après est arrivé dans les années 2000 le minimalisme avec les Five Fingers en tête de gondole qui, attention, eux, ils ont fait de la publicité entre guillemets mensongère en disant courir en Five Fingers, vous allez moins vous blesser. Manque de peau, ils ont perdu un procès de 3 millions de dollars parce que des personnes se sont blessées avec. Donc du coup, in fine, il n'y a pas de bonnes chaussures ou de mauvaises chaussures. L'avantage de la pensée minimaliste, c'est que ça fait quand même fortement baisser les drops et les stacks de toutes les chaussures jusqu'à l'arrivée des nouvelles chaussures à lame de carbone. On n'en parle pas de celle-là parce que c'est pas le sujet. Et du coup, l'avantage du minimalisme, c'est que ça baissait quand même fortement un peu la frénésie technologique des chaussures. Maintenant, on voit en trail une chaussure qui a un drop le plus haut en trail, mais sur du 8 à peu près. Et les chaussures les plus basses, bah forcément, c'est du 0 drop avec les Altra. Je n'ai pas de conflit avec les marques, je tiens à préciser. Donc on arrive sur des chaussures, on prend la Cascadia, pour citer la Cascadia, on est à peu près sur du 8 maintenant, et on prend une Altra, on est sur du 0. Et au milieu, on a tout on va dire un curseur de drop qui va, on va dire, correspondre à plus ou moins certaines personnes. C'est vrai que des fois, cette histoire de drop, on en fait toute une histoire, mais personnellement, pour avoir l'occasion de tester pas mal de chaussures, je dis souvent que au ressenti, passer de 4, 6, 8, des fois je vois même pas la différence en fait. Si on me le dit pas, je dirais pas. Alors, les extrêmes, si, tu passes de 0 à 12, là tu ressens quelque chose quand même. Mais quand on est dans des drops qui restent dans la moyenne, 4, 6, 8, je dirais, moi je fais pas la différence. Et pourtant, est-ce que y a quand même un impact, même si je le ressens pas directement? Alors, oui, il y a un impact. Alors, si on prend les études, une belle étude de Malissou, qui a pris trois chaussures avec trois drops différents, 0, 6 et 10, et une population de coureurs, on les fait tester, le drop n'altère pas les paramètres spatio-temporels de la foulée. Donc ça c'est fait. Faut pas c'est-à-dire que tu as un drop, au début tu penses que ça change en effet sur les 5 premières minutes, puis après tout doucement tu reprends ton pattern de course et basta. Ça faut pas. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on sait? On sait que plus une chaussure est molle, plus en fait tu auras de l'attaque talon. Plus tu vas dérouler. Est-ce que l'attaque talon est néfaste? Ben non. Clairement, non. Les études prospectives nous ont montré que les coureurs talons ou les coureurs avant-pied, ils sont pas plus ou moins blessés l'un que l'autre. En fait, ils se blessent différemment, c'est tout. Donc, en fonction des zones de blessure, tu vas conseiller plus une foulée en déroulé ou plus une foulée en avant-pied. D'ailleurs, des très bons marathoniens sont en attaque talon. Et complètement, hein. Kitata qui a gagné le marathon de Londres, sprint final talon, Brigitte Gosgay, record woman du monde marathon et talon, Pochapel sur l'UTMB et talon. Enfin, il n'y a pas de problématique à courir talon, hein. Si t'es pas blessé, tu changes pas ta foulée, et d'autant plus si tu perfs, quoi. Ludovic Pomeray qui gagne encore la diagonale. Ludovic talent dévastatrice à ce qui paraît. Alors, Camille Héron, je sais pas si tu connais. Non. Alors Camille Héron, c'est la record woman du monde du 24 heures, du 100 miles et je crois du 100 km. C'est une machine de guerre, c'est une américaine et elle est talon. Il y a un moment, tu peux pas courir de la même façon ton 100 km qu'un 100 mètres. Oui, bien sûr. Faut arrêter. Parce que c'est vrai qu'on disait qu'il y avait aussi une notion de vitesse, que d'attaquer talon à 20 km/h, c'était pas la même chose que d'attaquer talon à 8. Alors, oui, carrément. Déjà, qui court à 20 km/h? Des personnes qui font des écoles d'athlétisme.
enfin, ou qui font un travail de foulée. Après, il y a un autre phénomène. Plus tu cours vite, moins tu passes de temps au sol. Donc forcément, plus tu es médio avant-pied. Ça, c'est physique. Okay, plus tu cours lentement, plus tu te rapproches de la marche. Définition de la marche, c'est qu'à un moment ou à un autre, tu as les 2 pieds au sol. Donc tu poses du talon. C'est comme ça. Tu prends Yoann Diniz, il court, je crois que son chrono au marathon, en marchant, on est sur du 3,15, 3,30. Donc le mec il marche. Quoi. Donc plus tu te rapproches de la marche, plus tes talons. Et c'est aussi corrélé avec la cadence de pas. Hein. Plus tu es lent, moins plus ta cadence de pas est lente, plus tu es rapide, plus ta cadence de pas est élevée. Et la frontière, c'est plus ou moins 15 km/h. Après, quand on prend une course on va prendre un ultra, hein, je prends l'UTMB sur lequel je officie en tant que podo, la moyenne, c'est 40 heures. Ça fait 4 km/h. 4 km/h, t'es un marcheur. Tu vas fâcher des trailers, là. Bah ouais, mais en fait, le coureur d'ultra est un marcheur. Enfin, c'est moche à dire, mais c'est un excellent marcheur, quoi. Il trottine un peu à la descente, il trottine sur la ligne d'arrivée, mais sinon, il marche. Je parle du peloton, hein, je parle pas des élites. Hein. Même si l'élite, tu prends François Den qui a gagné, il est à 8,3 de moyenne, 8,4. Ouais, c'est vrai, quand on dit ça aux gens, souvent, ça aussi, c'est un beau message aussi pour réduire la vitesse au départ. Quand on dit ralentis là, parce que si tu gardes ce rythme-là, tu finis premier. Souvent, on freine un petit peu. Et effectivement, c'est. Sur un ultra, je pense qu'il faut en parler, je pense, avec les coachs. Hein. Un ultra se gagne pas ou ne perfe pas sur la première partie, mais bien sur la deuxième. Hein. Bien sûr, souvent on dit c'est maintenant que ça commence. Quand on a cette phrase là qui revient souvent, et effectivement, c'est pas sur le début. J'aimerais qu'on parle du poids des coureurs. Est-ce que là aussi, souvent on a un discours plus de 80 kg, moins de 80 kg, ça c'est une chaussure pour coureur lourd. Est-ce que ça a vraiment un impact, ça, dans le choix de sa chaussure, son propre poids? Alors oui, mais pour en revenir, la définition d'un coureur lourd, c'est combien? Dans la science, un coureur lourd, c'est 71 kg. Au-dessus de 71 kg, t'es lourd. En dessous, t'es léger. Moi, je fais 85 kg, donc je suis considéré comme un poids lourd de la course à pied. Et oui, en effet, une chaussure amortissante ne prévient pas des blessures. Ça, on le sait, clairement et nettement. Sauf pour une catégorie de personnes, pour les coureurs légers, qui auront des chaussures dures. C'est-à-dire qu'une étude a été faite, justement, on reprend ce même Malissou, 2 types de chaussures, des chaussures soft et des chaussures hard. Il y avait 35 points short d'écart entre les deux, je crois. 35%, pas 35 points short, c'est énorme, mais 35% d'écart de dureté short. Et il n'y avait pas de différence de blessure, sauf chez les coureurs légers qui couraient des chaussures trop dures. Donc si on prend sur la même échelle un coureur lourd, donc qui va faire 80-85 kg, qui va courir avec des chaussures ultra molles, pour pas citer de marque, eh ben, il va écraser la chaussure ultra rapidement. Donc l'usure de la chaussure va s'en ressentir aussi, il va falloir exactement régulièrement. Si on veut garder les mêmes caractéristiques absorbantes, il faudra changer plus régulièrement. Ou alors, moi je le verrais plutôt dans une autre boucle, parce qu'en fait la personne ne changera pas plus rapidement sa chaussure. Mais quand il va sortir la chaussure de sa boîte, il aura un type de foulée avec une chaussure qui va absorber, il va dire waouh, c'est super. Et passé 200 km, la chaussure n'aura plus aucune vertu absorbante. Et il va se passer quoi? Il va se passer qu'il va garder la même foulée. Parce qu'on le sait que la personne, vu que la mousse se dégrade de manière insidieuse et lentement, eh ben, le coureur ne ressent pas en fait cette fatigue et cette usure. Donc du coup, il continue à garder la même foulée qu'au début quand il a acheté la chaussure. Mais en réalité, c'est là en fait où on aura des traumatismes, parce qu'il va continuer à courir en impactant fort, et c'est là en fait où il va du coup plutôt créer des attitudes un peu problématiques. Et en fait, c'est quelque chose qu'on ressent en fait si on est amené à acheter la même paire de chaussures et qu'on arrive, elle est neuve, et ben on ressent en fait du coup cet effet. On se dit ah ouais, en fait elle était vraiment usée la précédente. Hein. Et c'est exactement ça. Et puis plus on va aller sur des terrains accidentés et techniques,
Là, j'ai fait le GR20 avec des copains. Les chaussures, elles ont ramassé une puissance absolue. Donc, plus on va sur un terrain technique, plus on va user rapidement la chaussure. Et plus on va aller sur un terrain meuble, style sous-bois, forêt, ben, plus les chaussures ont une durée de vie, on va dire, plus longue. Je confirme que le GR20, il attaque les chaussures. Les miennes n'ont pas revu le continent. Et ben voilà. Exactement. C'est exactement ça. Et puis, c'est pareil, tu vas faire le GR20, il te faut des chaussures robustes. Ça ne viendrait pas à l'idée de partir avec des chaussures toutes fines. Sinon, je peux te dire que quand tu fais les GR20, nous on l'a fait en 5 jours, ça pique. Ou alors, faut vraiment être Très fort. habitué à ce type de pratique de course en sandales et là on rentre dans un public qui est encore très particulier. Alors la course en sandales, on peut en reparler. Moi, je suis pas trop fan du trail en sandales, du trail de montagne en sandales, parce que il y a une notion en fait qu'on oublie un peu trop souvent, c'est la notion de sécurité. Quand on court en ville ou en sous-bois, il pleut, il fait mauvais, voilà, bon, la sécurité, il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas de courir en sandales. Mais quand tu es en montagne et que tu commences à courir en sandales, et ben en fait, c'est plus pareil. Là, j'ai vu cet été, ma femme a fait la CCC, elle s'est entraînée toute seule et je suis allé la rejoindre un moment. Et c'était l'été, mois de juillet, là, il pleuvait des trompes d'eau chez nous, c'était abominable. Et je suis allé la rejoindre. Et à un moment, donc, je croise deux personnes qui randonnaient avec des gros sacs à dos. Ils étaient à peu près 15 kilos, je crois. Et puis je les voyais marcher comme deux papis mamies, des tout petits pas. Putain, mais qu'est-ce qu'ils font là? Et en fait, ils étaient en chaussures minimalistes, donc pas en sandales, mais en chaussures minimalistes, sans aucun crampon. Donc on se rapproche un peu de la sandale, mine de rien. Et donc, du coup, ils avaient horriblement peur de descendre. Donc, la chaussure va entraîner en fait un pattern délétère, ce qu'on appelle une kinésiophobie, une appréhension du mouvement. Et ça, c'est nocif parce que la définition propre quand tu es en montagne, quand il fait mauvais, tu te prends l'orage en montagne, tu sais que tu dois vite redescendre. Donc, du coup, tu dois courir. Et si ta chaussure t'empêche de te mettre en sécurité, là, ça devient un vrai problème. J'ai eu une patiente aussi, elle court en chaussures minimalistes. Donc, je lui dis, écoute, c'est très bien, vas-y, il n'y a pas de problème. Je lui dis, mais par contre, quand il pleut, il faut que tu quittes tes pompes minimalistes parce qu'il y a zéro adhérence et ça va être une problématique. Et du coup, elle a pas écouté le message. Elle a fait le marathon du Mont Blanc en minimaliste cette année où il pleuvait. Et ben, elle m'a dit, mais à la fin, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus, j'avais des crampes dans tous les sens et parce qu'en fait, je pouvais plus poser correctement mon pied. Je savais plus où mettre mon pied tellement j'avais peur. Donc, le faut pas que ça devienne de courir en sandales. Ceux qui veulent le faire, c'est très bien, mais il y a un moment aussi, il faut savoir aussi se mettre en sécurité. C'est un peu comme ceux qui suivaient Kylian Jornet et qui qui montaient au Mont Blanc en basket. Est-ce que je vais vous donner la Formule 1 de Schumacher ou pas? Ben, c'est pareil, tu vas la conduire, mais tu ne sauras pas la conduire. C'est cette pratique-là aussi est freinée un petit peu par les organisateurs qui imposent maintenant, je pense à l'UTMB, dans le kit froid, d'avoir une chaussure qui recouvre totalement le pied. C'est freiné, mais c'est pas non plus stoppé parce que une chaussure qui recouvre le pied, comme tu l'as dit, c'est pas pour ça qu'elle va accrocher sur un terrain boueux. Ouais, moi je trouve ça quand même dingue qu'on arrive en 2020, 2021 à dire qu'il faut mettre une chaussure pour aller en montagne, une bonne chaussure. Je trouve ça un peu fou. Ma femme, elle s'occupe du staff kiné, donc de l'UTMB aussi, et au pied du Grand Col Ferré, c'est Arnova. Ils ont dû faire le tri de ceux qui pouvaient, une année, c'était je crois qu'il y a 3-4 ans, ils ont dû faire le tri de ceux qui montaient et ceux qui montaient pas. Parce que, en fait, au sommet du Grand Col Ferré, il y avait 10 à 15 cm de neige, il y avait du vent, il y avait tout ce que tu voulais. C'était des vraies conditions hivernales. Et les personnes, ils avaient déjà à peu près une petite centaine de kilomètres dans les cannes. Ils étaient un peu fatigués, une nuit blanche. Et il y en a un, il s'est pointé en sandales. Tu vas pas dans la neige en sandales. Bah, s'il perd un ordre, nous, en tant que montagnards, on le sait tous, tu vas pas dans la neige en sandales. Enfin, je vois pas. Ah, mais j'ai des chaussettes. Ouais, mais bon, on s'en fout. C'est juste, tu peux pas, parce que tu peux te geler l'orteil à tout moment. Donc on va dire que oui, avoir une philosophie de course à pied, c'est très bien, mais quand tu es en montagne, il y a la philosophie de la sécurité qui prend pas.
Hmm. C'est intéressant parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes qui s'y intéressent, qui tendent vers ce type de pratique-là, pour peut-être aussi avoir un confort, avoir de course, parce que tu te sens plus léger, une certaine idéologie aussi vers le minimalisme, et pas forcément que pour la chaussure, pour sa vie, et c'est à nuancer, quoi. C'est à Excusez-moi pour vraiment le. adapter. Oui, alors je suis d'accord avec toi, hein, je suis aussi un peu dans le sens où euh, quand je pars courir, je suis en short t-shirt et je prends le moins possible avec moi. Mes chaussures sont légères. J'oscille entre des chaussures de drop 4, drop 8 pour de la longue distance, parce que quand tu es fatigué, c'est bien d'avoir un peu de drop pour dérouler et avoir des chaussures moins tape-cul. Donc j'oscille. Quand je fais du court distance, je prends des chaussures un peu plus fines. J'aime aussi courir léger. Mais quand tu vas en montagne, il y a un moment, il faut arrêter et il faut repartir sur Mmh. des bases de sécurité. Alors Donc, j'aimerais bien qu'on passe sur un sujet où, là encore, il y a une assez forte, un fort message qui est passé, c'est sur la pointure des chaussures. On dit toujours qu'il faut prendre, une taille au-dessus, de ce qu'on a l'habitude de mettre en chaussures de ville. Est-ce que c'est vrai cette théorie? Est-ce que c'est encore une fois à nuancer? alors, oui, qu'est-ce qu'on va dire? Déjà, en ville, à peu près 70% de la population française se chausse trop petit. Alors, quand on dit qu'il faut prendre une taille au-dessus par rapport à la chaussure de ville, donc ce qui reviendrait à dire prendre sa pointure normale. En gros, quand on choisit une chaussure, il faut que quand on met le pied dedans, on va venir les orteils vont venir en buter au niveau de ce qu'on appelle de la toe box. Il faut être capable de passer juste un doigt entre le talon et la tige de la chaussure à l'arrière. Si tu sens que tu passes beaucoup plus, c'est-à-dire deux doigts, c'est-à-dire que tu corresponds à peu près à deux pointures, ça c'est trop. Sauf pour des courses type marathon des sables, où là on sait qu'à peu près 99% des coureurs vont passer en tente médicale pour des problématiques de pied. Et le pansement pour soigner les pieds sur le marathon des sables va prendre à peu près l'équivalent d'une pointure. D'accord, donc là, on est presque sur 2 pointures de plus, du coup. Donc voilà, pour ces courses type marathon de sable, on prend deux pointures. Sinon, on prend en effet la petite pointure au-dessus. Trop, c'est-à-dire prendre deux pointures au-dessus, déjà les rapports anatomiques de la chaussure ne sont plus en adéquation avec les rapports anatomiques du pied, c'est-à-dire que le pied n'est plus au même endroit. Et après, si on a une chaussure qui est trop grande, on va se retrouver avec une instabilité de pied dans la chaussure. C'est-à-dire que le pied ne sera plus stable, il va commencer à rouler, et du coup, il faudra serrer d'autant plus la chaussure pour stabiliser le pied dans la chaussure. Et là, on entraînera des syndromes de compression neuro et vasculaire du pied dans la chaussure. Souvent, tu sais, c'est les petites paresthésies au niveau des orteils, les engourdissements. Et ben en fait, c'est souvent qu'on serre trop le lacet ou on vient compresser une artère sur le coup de pied. D'accord, donc là encore, soyez vigilants sur la pointure, que vous prenez, et le message aussi à passer, c'est que une pointure sur une chaussure d'une certaine marque ne sera pas forcément la même pointure sur une autre chaussure d'une autre marque, et Ça, des fois c'est même dans des modèles différents de la même marque, ça peut varier aussi. c'est exactement ça. Alors là, je vais citer Sportiva. Euh, pour un modèle de chaussure, je fais du 44 et pour un autre modèle, je suis passé en 45. Je trouve ça complètement dingue. C'est-à-dire que Et même dans la pourquoi marque, ils pourquoi les n'arrivent fa pas à ouais, s'accorder. c'est ça, ouais. Pourquoi les fabricants font ça? Enfin, J'en sais rien. c'est moi je trouve que J'en sais rien. c'est Après, alors, tu as parlé du volume chaussant, de la pointure. On peut parler aussi de la stabilité. Donc, j'ai parlé de la notion de stabilité et de la notion de maintien. Quand tu achètes une chaussure, une bonne chaussure, donc tu prends comme on a dit, tu places le doigt derrière entre le talon et la tige, c'est parfait. Et il faut être capable aussi avec cette chaussure de faire à peu près une centaine de mètres de course à pied sans serrer les lacets. Ça veut dire que ta chaussure, elle te maintient, elle est, on va dire, en adéquation avec ton pied. Elle te maintient correctement le pied. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas courir, eh ben, si ton lacet se desserre, tu es capable de courir un peu avec le lacet qui commence à se desserrer tout doucement sans que ton pied commence à bouger dans tous les sens dans la chaussure. Cette notion en fait d'être capable de se déplacer sans forcément serrer la chaussure, ça veut dire que ta chaussure naturellement a le bon fit par rapport à ton pied. Et ben, il y a des chaussures en fait chez qui ça va pas du tout. J'ai des chaussures où j'ai le pied il bouge dans tous les sens et je suis obligé de serrer la chaussure. Et si mon lacet se dessert, et ben en fait mon pied n'est plus maintenu dans la chaussure et là ça devient problématique.
Alors ça, en plus, c'est d'autant plus accentué avec les fabricants qui mettent des espèces de chaussons, des mèches qui recouvrent presque les malléoles. Et là, pour le coup, le pied, on n'a pratiquement pas besoin de serrer le lacet. Ouais, Ça tiendra. ça tient. Alors c'est très bien, hein. Du coup, au quotidien, sur le marché avec tes chaussures, tu n'as même plus besoin de faire les lacets, c'est parfait. Souvent, j'entends les parents qui disent aux enfants, fais tes lacets et tout, s'il y a des lacets. Non, fais tes lacets si tu perds ta chaussure. Si tu perds pas ta chaussure, tu n'as pas besoin de faire des lacets. Et c'est pour ça que le maintien de la chaussure au pied, c'est un autre élément primordial pour correctement choisir sa chaussure. Hmm. Et après, tu as un autre phénomène, ce sera la stabilité du pied dans la chaussure. C'est-à-dire quand tu te mets debout sur ta chaussure et que quand tu commences à ce qu'on appelle faire un single leg squat, c'est-à-dire que tu te mets debout sur un pied, tu fléchis le genou. Si ton pied s'écrase en interne, c'est pareil, c'est pas une bonne chaussure, mauvaise stabilité. Tu le sais qu'au bout de, si tu fais ça, si sur un mouvement, ça commence à s'écraser en interne, et ben sur X milliers de mouvements, et ben tu vas exploser ta chaussure en interne. Ouais, parce qu'il faut pas oublier que la course à pied, c'est une répétition d'un mouvement qui est quand même assez exigeant. Et on parlait avec Florence Morisseau de la clinique du coureur, et je trouvais qu'elle avait un très bon exemple pour citer ça. Elle disait que 10 minutes de course, c'était 900 pas, et que ça viendrait pas à l'idée à un tennisman de faire 900 services quand il commence la course à pied, le tennis. C'est exactement ça. Et je trouvais la comparaison intéressante. C'est tout à fait ça. Un marathon, c'est 40 000 pas. 40 000 services. Voilà. Non, mais en fait, c'est 20 000 droites, 20 000 gauches. Ouais. Ouais, Donc, on peut c'est comprendre. bien de Et c'est tout le temps le même pas, hein, sur la route. C'est-à-dire c'est tout le temps le même mouvement. C'est pour ça que ça peut créer des problématiques. L'avantage du trail, c'est que même si on prend un UTMB, on fait en moyenne 240 000 pas, 240 000 pas sur un UTMB, c'est rarement deux fois le même pas d'affilée. Enfin, on va tout le temps, on monte, on descend, on varie en permanence les tensions musculaires, et c'est ce qui fait qu'on a enfin, pas les mêmes pathologies sur route que sur trail. Bah, c'est vraiment important d'en prendre conscience de tous ces points-là, parce que encore une fois, ça peut avoir des impacts justement sur sa propre santé. Et alors justement, quelles sont les conséquences, les premières conséquences qui vont apparaître le plus fréquemment sur les coureurs qui ont des chaussures qui ne leur correspondent pas? Alors, excuse-moi, ça a coupé, tu peux répéter la question? Quelles sont les conséquences qui vont apparaître chez les coureurs qui ont le plus fréquemment des chaussures qui ne leur correspondent pas? C'est quoi les pathologies qui vont apparaître en premier? Alors, une mauvaise chaussure, les premières pathologies, ce sera les pathologies cutanées, on en a parlé dans un précédent podcast, ampoules, hématomes. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? On aura des pathologies. Alors, dans le monde du trail, on aura des pathologies par appréhension du mouvement en descente. Chaussure qui a une mauvaise stabilité, mauvais maintien, qui aura une mauvaise accroche au sol, entraînera une appréhension du mouvement qui sera majorée avec la fatigue. Appréhension du mouvement, c'est quoi? En descente, on freine. Si on freine, on peut se faire une pathologie des releveurs, on peut se faire aussi des pathologies de genoux. Donc ça, c'est courant. Perso, je me suis fait un syndrome fémoro-patellaire qui passait très rapidement sur une crampe. Donc j'avais peur de poser le pied au sol, je freinais et je me suis fait un syndrome fémoro-patellaire. Hop là. Il passait très vite, hein, c'était pas le souci. Hein. Mais voilà. En route, alors je suis un peu moins expert, mais on sait que maintenant la chaussure, c'est pas vraiment elle qui sera le critère principal de pathologie en route. En trail, un peu plus parce qu'il y a le côté technicité du relief. En route, ça l'est beaucoup moins. On a plus des phénomènes de surentraînement, de fatigue centrale, de facteurs psychosociaux qui vont faire qu'on aura plus de pathologies. Ou alors, souvent, là maintenant, on le voit avec les super chaussures, les chaussures à lame de carbone, c'est-à-dire que Monsieur Tout le Monde va courir avec cette super chaussure. Ce sont des chaussures qui sont trop rigides pour la pratique de Monsieur Tout le Monde. Pour courir avec une super chaussure, on le sait, il faut courir à 17 km/h. Ah oui. Oui, pour que ce soit valable. Oui. Ça change tout. Hein. Un marathon à 17 km/h, on est à peu près à 2,30. Accrochez-vous.
Voilà, donc les super chaussures, c'est pas pour tout le monde. Ah oui, pour que ce soit efficace, ouais, donc avant de courir à cette vitesse-là, il y a bien d'autres points à développer. Exactement. Donc en fait, ces chaussures, c'est une niche, mais bien sûr, la supercom des supermarques font que tout le monde va en acheter. Hein. C'est extraordinaire, tout le monde pense que, mais c'est fait pour une niche de personnes. Maintenant, on le sait, les études le montrent. Il y a une amélioration de performance et les chronos nous l'ont montré aussi qu'il y a une amélioration de performance. Et j'en ai même parlé avec Pierre Salé. Je sais pas si tu vois qui c'est Pierre Salé, qui est le monsieur dopage de toutes les grosses courses de trail. Et notamment sur les courses de route, ça leur pose un problème ces super chaussures parce qu'ils ne savent pas si leur augmentation de performance est due à la chaussure ou au dopage. Ah oui, ouais, on est là, quoi. Ils- Donc, Ouais, on en est là, ouais. J'en ai parlé pas plus tard qu'il y a 2 jours avec lui. d'accord. Ah, donc tiens, d'ailleurs, ce serait un beau sujet, ça, de traiter du dopage aussi sur le podcast. Tu viens de me donner une idée. Bah voilà. Donc Pierre Salé, c'est une référence dans le domaine. Sur le dopage technologique ou sur le dopage Moléculaire. moléculaire? D'accord. Technologique, je pense qu'il y a Marlène Giannolini ou Seb Pavaillé qui font partie du podcast, non? Ah bah, Marlène, oui, Bon, bah, effectivement, elle pourrait en parler. elle peut t'en parler largement. Biomécanicienne chez Salomon, je pense qu'elle est tout à fait compétente sur le sujet. Après, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. On n'est pas là. Enfin, on n'est pas là pour en discuter. Mais on va prendre. Tout le monde fait l'analogie à la natation. Ils ont viré les combinaisons. La Fédé a plié, à la tranchée. C'est comme ça, pas de combinaison. C'est comme par contre si tu virais tous les vélos carbone des gars du Tour de France. Tu leur remettais un vélo acier ou alu. Je pense pas trop qu'ils vont aimer non plus. Bah, c'est sûr que si tu autorises quelque chose au début et puis que tu l'enlèves après, c'est toujours plus compliqué que si dès le départ tu dis bah ça Voilà. ce sera non, quoi. Donc voilà, maintenant Nike qui, je pense, enfin, Nike a fait que ils ont développé des super chaussures et ben maintenant tout le monde rentre dans cet axe des super chaussures et ben World Athletic a légiféré en acceptant, ben, c'est comme ça. Ouais, voilà. Bah, il y a peut-être des leviers derrière qu'on ne maîtrise pas et qui font que il y a qu'on accepte ou non certaines technologies. Bah, ça, on prend l'exemple du vélo, ça viendrait pas l'idée d'accepter un moteur dans, dans le pédalier. Non, mais on est d'accord. Mais il n'y a pas de moteur dans la chaussure, c'est juste une chaussure. On joue sur des bras de levier, des technologies C'est ça, ouais. qui font que voilà. Je crois que dans le golf, on n'a pas le droit de jouer avec une attelle ou avec un strap parce que ça peut favoriser le mouvement de telle ou telle chose. Donc c'est comme ça. Hmm. Dans les sports de combat, on n'a pas le droit, je crois, de combattre avec des attelles non plus. Il y a des règles. Bon, bah, chez World Athletic, on peut courir avec des chaussures, mais ça a l'air de changer régulièrement un peu les règles, hein, parce qu'au début, il fallait que la chaussure elle soit dans le commerce depuis 6 mois. Maintenant, on a le droit au proto. Ah oui. Ouais. Puis il y a une espèce de hauteur de semelle réglementaire aussi, je crois. Alors, c'est 40 mm. Alors, peut-être que ça a encore changé, mais il y a début 2020, je crois, c'était 40 mm max avec une lame de carbone. Et voilà, parce que Kipchoge, quand il a battu son record officieux, il avait 50 mm d'épaisseur au talon et 3 lames de carbone. 3 lames de carbone, Ouais. d'accord. Ah oui, ok. Autant te dire que c'est pas Monsieur Tout le Monde qui va plier la chaussure à 3 lames de carbone. Ouais, bien sûr, faut avoir un pied quand même sacrément solide. Exactement. Et pour en revenir, donc c'est quand même Kipchoge qui a bossé avec Nike pour développer la chaussure. Au début, Nike avait sorti une chaussure minimaliste à lame de carbone et les athlètes ont dit ah non, c'est pas possible. On peut pas mettre du carbone et des chaussures fines. D'ailleurs, ça a été fait il y a déjà une petite vingtaine d'années. Les marques avaient déjà sorti des chaussures à lame de carbone. Ils avaient quasiment 100% de blessures. Là, ce qui fonctionne dans les chaussures à carbone, c'est la lame de carbone et la souplesse de la mousse. Dans un monde, D'accord, tu peux pas tout le temps être dans du dur, c'est pas possible. Le béton, le bitume est dur, la chaussure, si tu mets une lame de carbone dure, et si en plus tu fais une chaussure minimaliste, au bout d'un moment, le mec au-dessus, il pète. Si tu mets une interface un peu souple, pour amener un peu de douceur, un peu de confort, dans ce cas-là, ouais, ça va un peu mieux. c'est très intéressant ce sujet. Je pense qu'on pourrait même presque en faire un épisode complet sur le sur le carbone. Voilà, ouais. Euh,
Il y a un sujet aussi qui revient très régulièrement sur le choix de la chaussure, c'est, neutre, pronateur, supinateur. Quel est l'impact et est-ce que les coureurs doivent vraiment faire attention à ces sujets-là? Moi, je dirais non. Dans le sens où déjà, alors les chaussures à renfort de supination, c'est-à-dire qui vont éviter le mouvement. Alors pronation, c'est un mouvement où le pied va s'écraser en interne, neutre c'est dans l'axe, et supinateur, c'est quand le pied va partir en externe. Il n'y a pas quasiment pas de chaussures qui sont à renfort de supination, donc ça n'existe pas. Il y avait que des chaussures à renfort de pronation. Et dans les renforts de pronation, tu as différents types de renforts de pronation. Tu as du bidensité, comme le Duo Max chez ASICS, où tu as des plaques qui vont guider, comme chez Brooks, ou tu avais à l'époque chez Adidas, tu avais des renforts en TPU, qui étaient juste en fait une petite plaque de TPU collée en interne de la chaussure, qui va faire que ça va éviter que ta chaussure se déforme, voilà, sans bidensité. Après, est arrivé le minimalisme. Le minimalisme a fait qu'on a supprimé un maximum de toutes ces technologies, et ça c'était plutôt bien, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça pour courir. On en oublie l'essentiel, qui est d'abord d'avoir un corps qui accepte l'impact. Comment on fait qu'un corps accepte l'impact? On renforce son corps, point barre. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et je pense que Florence Morisseau a dû le dire. On commence pas à courir directement un marathon. Je pense qu'il y a toute une phase d'entraînement. Et voilà. La pronation est un mouvement physiologique du corps. C'est le mouvement d'absorption du pied au sol. Si on supprime cette pronation, que ce soit par des semelles trop correctrices ou par d'autres phénomènes, on bloque un phénomène d'absorption naturelle du corps humain. Okay, et à n'importe quel degré. Hein, tout le monde. Alors, l'hyperpronation n'est pas forcément très bonne. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que l'hyperpronation? euh, Tu vas voir Kipchoge, pas Kipchoge, Gebre Selassie. Tout le monde a en tête cette magnifique vidéo quand il gagne le marathon de Berlin, où il limite sa malléole va venir toucher le sol, et là il bat le record du monde, et il gagne Berlin, je crois. Ok, c'est comme d'hab, on prend une image et on en fait un exemple. Sauf que l'histoire ne nous dit pas le temps qu'il a mis déjà pour passer du 5000 au marathon, et le temps ne nous dit pas non plus ces années de galère, de blessures au niveau du tendon d'Achille. Donc, oui, sur un instant T, la pronation, c'est pas un souci, mais des fois, ça peut entraîner des problématiques. Et il y a des pronations aussi qui vont être des pronations, on va dire, de compensation, et d'autres des pronations qui vont être des pronations physiologiques. Je prends l'exemple d'un sportif qui vient de gagner 2 courses d'ultra, mais d'ultra endurance. Il est pronateur, et lui, il veut des semelles parce qu'il se sent mieux, il se sent plus confort, et ça évite qu'il fatigue de trop. C'est sa sensation à lui. Ben, si c'est sa sensation, c'est son confort à lui. Dans la prise en charge médicale EBP, qui est preuve scientifique, préférence, prise en charge du professionnel et préférence du patient, et ben, le patient, lui, il me dit qu'il préfère ça, et ben moi, j'écoute un peu le patient. Enfin, je suis qui, moi, pour dire que quand il court, c'est comme ça que ça marche, et pas comme ça. Surtout quand le mec est un sportif de très haut niveau et qui gagne des courses. Donc Ouais, là, quand le coureur sait d'autant mieux de quoi il parle, et que c'est pas juste parce qu'il l'a lu, quelque part, oui, voilà, sa parole c'est est à ça. prendre en considération aussi. C'est extrêmement important. La parole de l'athlète, quand un athlète de haut niveau connaît son corps, c'est lui qui nous apprend, c'est lui qui nous donne l'axe de traitement et l'axe de prise en charge. Nous, on est juste en fait là pour l'aider. Non, c'est extrêmement intéressant de soigner des sportifs de niveau parce qu'ils connaissent vraiment très 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 bien leur corps. Et ça, c'est une histoire. Bon, pour en revenir à la pronation, dans la littérature scientifique, en fait, la pronation ne génère pas plus de pathologie qu'autre chose. C'est comme d'hab, c'est quand on va commencer à fatiguer, quand on ne sera plus assez athlétique, et qu'on n'aura plus assez de force, et bien là, on va, en plus de partir en pronation, on va aussi rigidifier, et c'est l'ensemble pronation et rigidification qui va faire que ça va déconner. Mmh. Bah, c'est intéressant d'en parler parce que c'est vraiment, je pense pour, beaucoup de coureurs, notamment, chez les débutants, ça doit être, un vrai problème de savoir quoi choisir comme chaussure dès le début et puis, sans vraiment avoir de notion de: «Est-ce que je suis ci? Est-ce que je suis ça?» Et moi, je conseille toujours quand même d'aller, choisir surtout ses premières chaussures chez un Ouais. spécialiste, chez un vendeur, qui est reconnu sur votre secteur comme étant un bon vendeur, qui connaît son boulot. Parce que c'est vraiment une jungle, en fait, quand on débarque dans ce milieu-là, avec tout Bah, les modèles qu'il y a, c'est
Ah bah, clairement, et puis avec toujours ce même mot qui vient en tête de gondole, l'amorti, l'amorti. Non, l'amorti n'est pas un concept d'achat de chaussures. On va dire que le meilleur concept d'achat de chaussures, ça sera le confort et la stabilité qu'on a dans la chaussure. Hmm. Et Voilà. ça, le confort, il y a que vraiment que en l'essayant que vous saurez Bah, si ça vous correspond ou pas, quoi. le confort, c'est vicariant. Il y en a qui vont dire, pareil, avec le minimalisme est arrivé la toolbox anatomique. Personnellement, tu me feras jamais courir avec une toolbox anatomique. J'ai l'impression que le pied se balade. Moralité, il se passe quoi? Je me fais une contraction des orteils pour stabiliser l'ensemble et je me fais des ampoules et des tendinopathies des releveurs. Non, c'est pas possible. Donc en fait, tu prends la chaussure qui te convient et qui n'écoute pas ni ton voisin, ni l'athlète de haut niveau, ni le vendeur. Il te faut une chaussure stable. L'amorti n'est pas un concept d'achat de chaussures. Les technologies ne sont pas des concepts d'achat de chaussures. Et c'est pas parce qu'une chaussure est plus chère que du coup tu te blesseras moins avec ta chaussure. Bien au contraire, ça c'est faux aussi. Ni que tu courras plus vite. Aussi, il faut pas oublier que le fait de courir plus vite, c'est quand même l'entraînement et l'entraînement. Eh oui, c'est besogneux, hein, mais faut y aller. Mais c'est comme partout, le sport c'est la méritocratie. Tu fais rien, t'as rien. Hmm. Et il faut surtout pas se cacher derrière le côté de la génétique de certains qui est favorable, qui leur est favorable. Non, non, il y a une très très grosse partie de travail. Sans ça, la génétique elle fait rien du tout. On est tout à fait d'accord. Hein. Kylian Jornet, on peut parler de Kylian Jornet qui a une très bonne génétique. S'il s'entraîne pas, il fera rien du tout. Hein. Donc, Hmm. mais bon, il sera toujours plus fort que nous si on fait rien. Ça, Ça, c'est une certitude. exactement. Mais voilà, voilà, faut pas se pencher sur le matériel en permanence. Le matériel ne fait pas aller plus vite, ne te prévient pas des blessures. On peut en parler des bas de compression, on peut parler de tout ce que tu veux. En fait, c'est pas vrai. Euh, une chaussure, c'est du confort, ça te protège des agressions du sol, ça te protège des cailloux. J'ai eu la grande idée une fois d'aller courir en montagne en five finger, j'ai failli perdre 3 fois mon petit orteil, j'ai vite arrêté. Ouais, ça c'est pareil. J'ai essayé, avoir essayé, avoir pas pu quoi. Voilà. Après, derrière, tu me demandes d'aller courir avec des chaussures oversize, pour pas citer de marque. C'est pareil, j'aime pas du tout parce que je suis trop déconnecté du sol et du coup, je ressens plus mes appuis et j'ai peur de me faire une entorse. Hmm. C'est vrai que c'est agréable hein, de quand même. Hein, je comprends en fait les coureurs qui aiment courir avec des très très peu de technologie, des chaussures même très très légères. Parce que pour courir de temps en temps, tu vois, hier là, j'y étais à courir en forêt avec des Salomon Sense 8 qui sont Mm. vraiment. Enfin moi j'adore en fait la sensation. Euh, où tu peux C'est poser ça. ton pied un peu où tu veux, tu ressens tout, tu es hyper léger. C'est des très bonnes sensations en fait que l'on a, mais C'est par contre c'est grisant. exigeant. Ah, c'est exigeant, alors c'est grisant parce qu'on sent tout bien, nickel, mais on peut pas accepter ce genre de foulée sur une trop grosse distance. Sinon, les groupes musculaires, ça passe plus. Et c'est pour ça qu'en fin de longue distance, on se retrouve avec des chaussures beaucoup plus épaisses, parce que c'est des chaussures qui seront plus perméables, on va dire, à tout type de foulée. Ça, et puis on se rapproche du coup plus, comme tu le disais au tout début, de la marche, et forcément, on va avoir des chaussures, alors pas des chaussures de randonnée, mais du coup un mixte entre les deux. Exactement. Donc tu prends en fait un curseur. Sur ce curseur, tu vas mettre, plus tu fais de la courte distance, plus tu peux prendre de la chaussure fine, et plus tu iras dans du long, plus tu prendras de la chaussure un peu plus entre guillemets standard. Et donc tu auras du KV jusqu'aux 20-30 bornes avec des chaussures un peu plus fines pour faire des travaux d'appui, qualité d'appui, dynamisme, etc., etc. Et cetera. Et quand tu vas commencer à fatiguer, et ben dans ce cas, tu passeras plus sur de la chaussure qui aura un peu plus de drop et qui permettra plus de poser le talon, plus de dérouler, parce qu'on diminue en vitesse et qu'on le sait que quand on diminue en vitesse, on va plus dérouler. Et du coup, il faudra prendre des chaussures différentes. Et il y a pas de mauvaises chaussures, il n'y a pas de bonnes chaussures. Toutes les chaussures sont OK et on les choisit en fonction de nous et de notre pratique. Alors je sais pas si c'était voulu, mais je trouve que ça fait un très beau message de conclusion. Voilà. Et est-ce que il y aurait quelque chose que tu aurais aimé ajouter, dont on n'aurait pas parlé, même si on a dit, je
trouve pas mal de choses déjà sur le choix et Allez, sur vite fait l'impact que ça peut avoir. sur le Gore-Tex. Je suis pas un grand fan des Gore-Tex dans le sens où quand on va courir avec des chaussures, on transpire. La chaussure Gore-Tex, ça ne respire pas, contrairement à ce qu'on peut penser. On ne respire pas dans les Gore-Tex, donc du coup, en fait, on va baigner dans son jus et on va macérer. Donc, pas spécialement des chaussures Gore-Tex. Et là, on me sort, mais oui, mais bon, quand on court dans la pelouse mouillée, on s'en fout, le pied est un peu plus fort que. On est capable de courir avec des chaussures trempées, même si c'est pas super agréable. Personnellement, je pratique du swimrun et on nage avec nos baskets, donc du coup, on court avec nos chaussures trempées et j'ai jamais eu de problématique. Enfin, voilà. Donc, pas de Gore-Tex. Et même dans la neige? Ouais, même dans la neige, hein, parce que après, quand on va courir dans la neige, on court quoi, 1 heure et demie max, allez, 2 heures. Euh, et du coup, on va se réchauffer en accélérant un peu le pas, hein. Quand on court dans la neige va rentrer dans la chaussure et du coup, ça va fondre et ça aura exactement le même combat, hein. J'ai jamais essayé ça. On différencie course et rando raquette. Rando raquette, là, on n'est pas sur le même schéma. Moi, je te parle de course. D'accord. Course, de course à pied, dans la neige, tu cours 1 heure et demie, tu n'as pas besoin de Gore-Tex. Clairement et honnêtement, tu vas pas perdre un orteil parce que tu cours en chaussures non Gore-Tex. Il y a ça, il y a le poids de la chaussure, on en revient. Une chaussure, actuellement, c'est 300 grammes. Au-dessus de 300 grammes, ça commence à faire lourd. Au-dessus de 400 grammes, on n'en parle même plus. Des chaussures qui sortent au-dessus de 400 grammes, c'est pas possible. Mais même sur des personnes qui font du 44, sur du 44, les chaussures font 300, 320 grammes maximum, ça suffit largement. Plus c'est léger, plus c'est agréable de courir avec des chaussures légères. Il faut savoir que c'est pour 100 grammes au moins au niveau du pied, c'est 1% de consommation d'oxygène en moins, ce qui est pas mal. Quand tu sais que Nike a dépensé des millions et des millions pour gagner 3%. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième, c'est, je crois que c'est 100 grammes du niveau du pied correspond à peu près à 2 kilos au niveau du bassin. D'accord. Ouais, c'est par effet de bras de levier. Exactement. Donc Ouais, voilà, cette donc différence de poids. le poids. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, non? C'est vrai on a dit beaucoup de choses là, donc ça va être déjà comme vous écoutez bien souvent le podcast en courant, ben va falloir le réécouter et prendre des notes bien, bien. Et puis bah écoute, bah merci beaucoup Olivier hein, pour toutes ces précisions encore une fois. Et puis tu vois en enregistrant cet épisode, et ben on a pensé à d'autres. Je pense aux technologies Ouais. carbone. Ça, c'est un vrai débat clivant, hein, ce carbone, entre les contre, les pour et le haut niveau. Je pense que tu pourrais faire limite une table ronde entre des athlètes et une biomécanicienne comme Marlène et puis des personnes qui sont pas forcément pour. Ouais, ce serait intéressant ça d'enregistrer avec un épisode à plusieurs, et puis chacun confronte son point de vue. Ça pourrait être intéressant. Parce que ouais, Puis les athlètes, on a le graphène aussi qui est en train d'être développé aussi avec. alors ça, je connais pas ça. C'est Innovate qui fait Ouais. ça, et qui met en fait du graphène dans la semelle, toujours pour cette même propriété de, de, de rebond Ok. qui peut être accentuée. Ok. C'est Donc, bon. ouais, j'ai vu les chaussures Innovate là avec une grosse saillie en plein milieu du talon. J'ai pas trop compris pourquoi. C'est ça. C'est ça. J'ai cherché dans l'anatomie du pied, j'ai pas vu d'articulation à ce niveau-là. Donc, ouais, je trouvais ça un peu chelou. Donc voilà, il y a plein de choses qui se font. Il y a bon après des fois c'est des essais, j'ai l'impression. On Ouais. essaye, on voit ce que ça donne. C'était une bonne idée, c'était une mauvaise idée, et puis on adapte quoi en fonction des résultats. En tout cas, je pense que ce sujet-là et ce milieu-là est encore au début de technologie, de découverte, mais bon après il n'y a pas de grande révolution non plus à chaque fois, chaque année. Non, alors moi je suis un fan de chaussures, j'adore les chaussures, hein. Je suis comme les femmes avec les bottes. J'adore les chaussures. Euh, le dernier conseil, c'est rester simple. Voilà. Voilà, Voilà. Surtout c'est pour ça. monsieur tout le monde. Exactement. Ne vous prenez pas trop la tête non plus. Voilà.
Et ben merci beaucoup Olivier, et puis j'espère que tous ceux qui nous écoutaient, vous avez passé un très bon moment en notre compagnie et que vous avez appris plein de choses et que vous avez surtout les bonnes chaussures aux pieds pendant que vous êtes en train de faire votre séance. Merci à toi François. Merci Olivier, à bientôt. Allez, ciao. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité, et à très bientôt dans un prochain épisode.